Chers étudiants, bonjour. Je vais essayer dans cette vidéo de vous faire une révision du cours de la partie 2 de biologie cellulaire qui comporte l'étude des organites cellulaires. Dans cette révision, je vais essayer de présenter l'essentiel des mécanismes et du rôle des différents organites cellulaires, mais concernant la structure, c'est-à-dire le binia de chaque organite, donc ça, vous devrez le connaître, vous les avez au niveau des chapitres de chaque organite cellulaire. Donc chaque organite cellulaire, vous devrez connaître sa structure et aussi les éléments qui le constituent. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de présenter un rappel, un résumé sur le rôle de chaque organite cellulaire. Donc ce n'est pas une réexplication du cours parce que le détail et l'explication du cours, vous les avez dans les vidéos que j'ai présentées au niveau de la plateforme. Donc, c'est surtout une présentation des différents mécanismes qui se déroulent au niveau de chaque organite. Donc, si vous avez, ou bien si vous trouverez un problème au niveau de la compréhension de certains mécanismes, donc vous allez vous référer aux vidéos que j'ai déposées au niveau de la plateforme. Donc, je vais commencer par le premier organite, qui est donc le réticulum endoplasmique. Donc, j'ai essayé de présenter l'essentiel des mécanismes qu'on a vu au niveau du réticulum dans les schémas suivants. Donc, le réticulum va comprendre 3 diapos. Dans la dernière diapo, vous aurez donc tous les mécanismes. Donc ici, j'ai représenté une cellule, avec ici, c'est la membrane plasmique. Donc ici, c'est la partie interne, c'est le cytoplasme et le noyau. Au niveau du noyau, nous avons l'ADN qui se présente en double hélice. Donc, le premier rôle que nous avons présenté sur le réticulum endoplasmique, c'est celui de la protéosynthèse. Et si vous vous rappelez, on a dit qu'il y a 2 types de réticulum endoplasmique. Il y a le réticulum endoplasmique granulaire, que j'ai représenté ici. Ça, ce sont les ribosomes, qui est caractérisé par la présence sur sa face cytoplasmique de ribosomes. Et il y a aussi le réticulum endoplasmique lisse, que vous allez voir dans la diapo suivante. On a dit que le réticulum endoplasmique granulaire a comme rôle la synthèse des protéines et aussi la glycosylation. Et on a dit que le réticulum endoplasmique, il a comme rôle la détoxification et la biosynthèse des lipides. Donc on va commencer par le réticulum endoplasmique granulaire et surtout par le premier rôle qui est la synthèse des protéines. Donc j'ai représenté ici la molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN va subir au niveau du noyau la transcription, l'istinsar. Il va nous donner une molécule d'ARN monocaténaire, c'est-à-dire formée d'une seule chaîne, 5', 3'.
Donc, cette molécule d'ARN va sortir du noyau par les pores nucléaires vers le cytoplasme. Voilà la molécule d'ARN. Dans le cytoplasme, cette molécule d'ARN va être traduite par le ribosome. Donc, les ribosomes vont lire, vont traduire cet ARN messager et on va voir la formation d'une protéine qui est myosynthétisée. Voilà, vous avez la protéine qui est synthétisée dans le cytoplasme. Donc, dans ce cas-là, cet ARN messager, il a été traduite dans le cytoplasme et cette traduction, elle a terminé, bien, c'est terminé dans le cytoplasme, ce qui nous a donné une protéine cytoplasmique. Donc, dans certains cas, pour certains ARN messagers, ces ARN messagers, elles présentent du côté 5' une séquence spéciale, c'est-à-dire une succession de nucléotides bien spéciale qu'on ne trouve pas dans cet ARN messager. Donc, dans cet ARN messager, vous avez une séquence spéciale, mais qui ne se trouve pas dans cet ARN messager. Donc, cette séquence spéciale, elle se trouve dans cet ARN messager, numéro 2. Les ribosomes, vont traduire cette séquence spéciale. C'est-à-dire, ils vont lire cette partie-là, ils vont la convertir en un peptide, ce qu'on appelle le peptide signal, abréviation PS. Donc, ce peptide signal correspond à la traduction de ce morceau-là qui est la séquence spéciale. Dans le cytoplasme, il y a une molécule qui s'appelle la SRP, particule de reconnaissance du peptide signal. Cette molécule, elle reconnaît le peptide signal. Donc, une fois qu'elle trouve le peptide signal, elle va se fixer avec ce peptide signal. Dans ce cas-là, il ne s'est pas fixé à la protéine parce que ce morceau-là, ça ne correspond pas au peptide signal. Donc, cette molécule, elle connaît seulement une séquence bien déterminée qu'on appelle le peptide signal. Donc, il se fixe au peptide signal, d'accord? Et cette molécule, elle a au niveau de la membrane du REG un récepteur qu'on appelle le récepteur SRP. Donc, une fois elle capte, une fois elle attrape le peptide signal, elle se dirige vers son récepteur mustaqbil au niveau de la membrane du REG. Il va attirer le peptide signal vers la membrane. Bien sûr, le peptide signal, il est attaché au ribosome. Le ribosome, il est attaché à l'ARN. Donc, lorsque la SRP attire le peptide signal, il va attirer en même temps le ribosome et l'ARN messager. Donc, tout ce complexe, tout ce complexe sera dirigé vers la membrane du REG. Donc, dans cette diapo, on a représenté la suite de ce mécanisme de protéosynthèse. Donc, voilà la SRP qui tout à l'heure s'est dirigée vers son récepteur. Il est maintenant fixé sur son récepteur au niveau de la membrane du REG. Bien sûr, il est attaché au peptide signal qui est attaché au ribosome. Le ribosome, il est attaché à l'ARN messager. Donc, une fois la SRP se fixe son récepteur, il a rapproché le ribosome. Regardez le ribosome ici, il était là dans le cytoplasme.
Maintenant, grâce à la SRP, elle est rapprochée, elle est sur la membrane du REG, parce qu'il y a ici des récepteurs qui vont accepter le ribosome, surtout par sa grande sous-unité. Donc, le ribosome va se déposer sur son récepteur par sa grande sous-unité au niveau de la membrane du REG. Maintenant, la SRP, elle a deux liaisons. Il a une liaison avec son récepteur, une liaison avec le peptide signal. Donc, une fois le ribosome se dépose ou bien se pose sur la membrane du REG, la SRP va se détacher du peptide signal. Il n'y aura plus cette liaison. Donc, je répète, la SRP, elle a deux liaisons, une liaison avec son récepteur membranaire et une liaison avec le peptide signal. Une fois le ribosome se pose sur la membrane du REG, la SRP se détache du peptide signal et elle reste attachée à un certain moment au récepteur, puis il va partir une deuxième fois vers le cytoplasme. À ce moment-là, il va s'ouvrir des pores, voilà, des pores, des ouvertures au niveau de la membrane du REG, et à travers cette ouverture va entrer la protéine qui est en cours de synthèse. Et le ribosome va continuer la lecture de l'ARN messager et la protéine synthétisée va pénétrer par ce pore qui est une ouverture et vous allez avoir ici, vous allez avoir donc la protéine qui est synthétisée cette fois à l'intérieur du REG, dans la lumière du REG. Pas comme le premier cas. Dans le premier cas, cette protéine, elle a commencé la synthèse dans le cytoplasme et elle a terminé dans le cytoplasme. C'est une protéine cytoplasmique. Alors que cette protéine, elle a commencé, regardez ici, elle a commencé la synthèse dans le cytoplasme et elle l'a terminé au niveau de la lumière du REG. Donc, vous allez avoir ici une protéine du réticulum endoplasmique granulaire. D'accord? Il reste à préciser que lorsque la SRP se fixe sur le peptide signal, la synthèse protéique est bloquée parce que déjà ici, il se met la SRP, elle va bloquer la synthèse protéique. Après, lorsque la SRP se détache du peptide signal, la synthèse protéique va continuer et le ribosome va continuer la lecture de l'ARN messager et après, par cette ouverture, ce pore, vous allez avoir la protéine qui est maintenant à l'intérieur du réticulum endoplasmique granulaire. Voilà de ce qui est le mécanisme de la protéosynthèse. On passe maintenant au deuxième rôle du réticulum endoplasmique granulaire, qui est la glycosylation. Donc, au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, il y a un lipide membranaire qui s'appelle le dolichol. Un lipide membranaire, vous savez bien que la membrane du REG, c'est une membrane biologique. Il est formé par des phospholipides et des protéines. Donc, parmi les lipides qui se trouvent dans la membrane du REG, il y a une molécule, un lipide qui s'appelle le dolichol. Ce dolichol va être phosphorylé une première fois, c'est-à-dire fixation d'un phosphore, puis il va être phosphorylé une deuxième fois. Donc, on dit que le dolichol est doublement phosphorylé. D'accord? Et après, donc, de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la face cytoplasmique, ça c'est la membrane du REG. Cette membrane, elle a deux faces, une face qui regarde vers le cytoplasme, et une face, c'est la face cytoplasmique, et une face qui regarde vers la lumière du REG, c'est la face luminale.
Donc, du côté cytoplasmique, de ce côté-là, c'est-à-dire de l'extérieur du REG, vous allez voir le dolichol qui va être doublement phosphorylé, puis il va fixer deux molécules de sucre qui sont deux molécules de N-acétylglycosamine, NAG. Donc, si vous ne pouvez pas retenir tout le mot, il suffit de retenir les abréviations de NAG. Après la fixation de 2 NAG, ils vont se fixer 5 résidus, 5 molécules de mannose. Donc, vous allez voir ici, cette partie-là, elle est formée par une partie lipide qui est le dolichol, par une partie de phosphore et par une partie sucre formée de 7 sucres, 2 N-acétylglycosamine et 5 mannose. Par la suite, le dolichol va subir une rotation d'Awaran, une rotation vers l'intérieur, vers la lumière du REG. Donc, tout ce morceau-là qui était vers l'extérieur du REG, il est maintenant vers l'intérieur. Voilà, ce morceau de 2 NaG, 5 mannose, il est là. 2 NaG, 5 mannose. Lorsqu'il est à l'intérieur, lorsque ce morceau formé d'un lipide double phosphore et de sucre, lorsqu'il est à l'intérieur, il regarde vers la face lumière du REG, ils vont s'ajouter d'autres sucres et s'ajoutent 4 mannoses, 4 résidus de mannose et 3 résidus de glucose. Et on va obtenir un sucre très long formé de 14 sucres. Donc, je répète, du côté cytoplasmique, il s'est ajouté 2 NaG, 5 mannose, et du côté luminal, il s'est ajouté 4 mannose et 3 glucose. À la fin, vous avez 2 NaG, 9 mannose, 4 plus 5, et 3 glucose. En tout, vous avez 14 sucres. Donc, tout à l'heure, on a dit que la protéine synthétisée, elle est passée à la lumière, dans la lumière du REG. Et vous avez ici la partie sucre. Donc, c'est quoi la glycosylation? La glycosylation, c'est la fixation d'un polysaccharide, c'est-à-dire d'une partie sucre, sur une protéine. C'est-à-dire, c'est quoi la glycosylation? C'est ce morceau de sucre va se fixer, cette partie glucidique va se fixer sur la partie protéique pour donner à la fin pour obtenir une glycoprotéine. Donc, ce morceau de sucre, seulement cette partie qui est entourée en rouge, qui va se fixer sur la partie protéine. Le dolichol avec les deux phosphores reste ici. Seulement cette partie-là qui va se fixer sur la protéine. La protéine, c'est un ensemble d'acides aminés et il se fixe surtout sur, en général, il se fixe bien sûr sur d'autres, 3 autres, mais en général, il se fixe sur un acide aminé qui est l'asparagine. Donc, ce sucre va se fixer sur la protéine, surtout au niveau de l'asparagine. Cette fixation du sucre sur la protéine, elle se fait grâce à une enzyme, des enzymes qui sont les glycosyltransférases. Donc, je répète, la glycosylation, c'est la fixation d'un sucre sur une protéine au niveau de son acide aminé, l'asparagine, grâce à des glycosyltransférases, qui sont des enzymes. Donc, on va obtenir une glycoprotéine, une protéine avec un sucre. Seulement, lorsque le sucre se fixe sur la protéine, cette partie sucre va perdre 3 glucoses et 1 mannose. Donc, il va perdre 4 résidus de sucre. 3 glucoses et 1 mannose. Donc, les 3 glucoses vont, lorsque le sucre se fixe sur la protéine, les 3 glucoses vont disparaître, vont être éliminés, et 1 mannose. Donc, il va rester 2 NaG, 5 plus 3, ça fait 8 mannose. Vous allez avoir 10 sucres.
Je répète, la glycosylation, c'est la fixation d'un sucre, un polysaccharide, sur une protéine au niveau de son acide aminé, l'asparagine, par des enzymes qui sont des glycosyltransférases. Lorsque cette partie sucre se fixe sur la protéine, on obtient une glycoprotéine. Seulement, cette partie sucre, après fixation sur la protéine, il va perdre 3 glucoses et 1 mannose. 3 glucoses et 1 mannose. Et on va obtenir une glycoprotéine avec une partie d'acide aminé, une partie protéique et une partie sucre formée de 2 NHG, 8 mannose, en tout 10 sucres. On a terminé avec le REG. On va passer maintenant au rôle du réticulum endoplasmique lisse, le REL. On l'a dit tout à l'heure au début, on a dit que son rôle, c'est la détoxification et la biosynthèse des lipides. Alors, la détoxification, c'est quoi? C'est la transformation des produits toxiques en produits non toxiques. Des produits toxiques comme les insecticides, les pesticides, les médicaments, etc. Donc, toutes ces molécules, ils ont une partie toxique. Donc, la détoxification au niveau du REL va se faire par 2 réactions. La première réaction, c'est une réaction d'oxydation dans laquelle on utilise l'oxygène. Vous avez ici la molécule toxique, la toxine H, plus H+, plus NADPH, plus O2. Donc, on va voir un atome d'oxygène qui va se fixer sur la toxine. On va obtenir, c'est une hydroxylation, on va obtenir ici la toxine OH. Donc, toxine OH. Donc, toxine H va fixer un atome d'oxygène, on obtient toxine OH. L'autre atome d'oxygène qui reste, il va être réduit en H2O. Il va se transformer, l'autre atome va se transformer en H2O par une oxydation de NADPH. NADPH va être oxydé, va perdre des électrons. Qui va gagner les électrons? C'est l'atome d'oxygène. Donc, cette molécule-là va perdre des électrons et ils seront gagnés par l'oxygène et on va avoir O qui va prendre le H et le H ici, on va obtenir H2O. Et NADPH va être oxydé et sera transformé en NADP+. L'enzyme qui fait cette réaction, c'est la cytochrome P450. Donc, on va obtenir une molécule hydroxyle, qui est donc soluble, qui peut être soluble, d'accord, dans l'eau, une molécule hydroxyle toxine OH, et cette molécule toxine OH va subir une deuxième réaction qu'on appelle la réaction de conjugaison. C'est-à-dire, on va prendre une molécule très hydrophile, l'acide glucuronique, on va le fixer à la toxine OH pour obtenir à la fin un produit très hydrosoluble, facilement éliminé par le sang, au niveau des reins, au niveau des intestins, etc. Donc, cette molécule toxine OH, hydrophile, on va lui fixer une autre molécule acide glucuronique, hydrophile, pour rendre cette toxine un produit très hydrosoluble. Donc, cette réaction-là, toutes ces réactions-là, il faut les connaître, donc ils peuvent être sujets de questions d'examen. Donc, le deuxième rôle donc, du REL, donc c'est la biosynthèse des lipides. Donc, au niveau du REL, nous allons voir la synthèse des phospholipides qui seront utilisés pour la régénération du les membranes, l'archia au niveau de la cellule, et du cholestérol aussi, la biosynthèse du cholestérol, avec ses dérivés qui sont les hormones stéroïdiennes.
Donc voilà l'essentiel qu'il faut connaître sur le rôle du RL qui est la biosynthèse des lipides. Je vais passer maintenant à un deuxième organite qui est l'appareil de Golgi. Donc, on a dit que cet appareil de Golgi présente une polarité structurale parce qu'il a deux parties, deux pôles, deux faces. Il a une face externe qui est convexe et il a une face interne qui est concave. Une face externe convexe, muhaddaba, ou une face interne concave, muqa'ara. Donc cette face convexe, elle est toujours à côté du réticulum endoplasmique granulaire. Donc les molécules qu'on vient de voir qui sont synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique granulaire, elles vont passer dans des vésicules, des petites vésicules, c'est-à-dire la molécule va être entourée par une partie de membrane du REG. Ces vésicules-là, on les appelle les vésicules de transport ou bien les vésicules de transition, qui vont passer par la suite vers l'appareil de Golgi. Dans l'appareil de Golgi, ils vont subir bien sûr des transformations, comme la glycosylation, la sulfatation. Et après, ces molécules, elles ont trois destinations. Ça dépend. Donc, trois destinations. Soit ces molécules vont passer dans des vésicules de sécrétion et elles vont sortir vers l'extérieur par exocytose, ou bien ces molécules vont passer dans la membrane plasmique, ils vont être un constituant de la membrane plasmique, ou bien ils vont passer dans des vésicules pour former les lysosomes. Donc je répète, les molécules qui sortent dans l'appareil de Golgi ont trois possibilités. Soit c'est des molécules qui seront utilisées vers l'extérieur de la cellule, donc ils vont se mettre dans des vésicules de sécrétion et ils vont être sécrétés, libérés vers l'extérieur par le phénomène de l'exocytose. Soit ce sont des molécules qui sont des constituants de la membrane plasmique, donc ils vont entrer dans la constitution, la composition de la membrane plasmique, ou bien ce sont des hydrolases, des enzymes, et qui vont constituer ce qu'on appelle les lysosomes. Donc ces vésicules qui sortent du réticulum endoplasmique, qui constituent la vésicule de transport. Donc j'ai représenté ici cette vésicule de transport ou bien vésicule de transition. Et j'ai représenté donc ici la glycoprotéine qu'on a synthétisée tout à l'heure. Ça, c'est la partie protéique. Et ça, c'est la partie sucre, si vous vous rappelez. Voilà, donc on a une glycoprotéine avec une partie protéique, une partie sucre avec 10 sucres. Donc cette molécule-là va se mettre dans des vésicules et va sortir du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi. Voilà, j'ai représenté ici l'appareil de Golgi. Donc le premier rôle de l'appareil de Golgi, c'est la glycosylation. C'est-à-dire que la glycosylation qu'a fait cette protéine ici, lorsqu'elle a fixé un sucre, elle a commencé la glycosylation dans le REG et elle va la terminer vers l'appareil de Golgi. Voilà cette molécule-là, cette glycoprotéine. Elle a fait la glycosylation dans le réticulum, voilà, et elle est passée vers l'appareil de Golgi pour continuer la glycosylation. Pour continuer sa glycosylation. Voilà donc cette glycoprotéine. Elle est formée par une partie protéique, une partie sucre avec 2 NAG, 8 mannose. Voilà voilà la glycoprotéine qui est venue depuis le réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi, qui est formée de 2 parties, une partie protéique des acides aminés et une partie sucre, 2 NAG, 8 mannose, 10 sucre. Donc la première étape de la glycosylation que va subir cette glycoprotéine, c'est qu'il va perdre 3 mannoses.
élimination de 3 mannose. Donc, il a ici 8 mannose. Il va perdre 3 mannose. Il vont rester 5 mannose. Donc, vous avez 2 NaG, 8 mannose, 10 sucres. Il a perdu 3 mannose. Donc, il reste 2 NaG et 5 mannose. Le nombre de NaG n'a pas changé. Ici 2, ici 2. Mais les mannose, 8, et il a perdu 3, il reste 5 mannose. Donc, cette partie sucre, elle a combien de sucre? Elle a 7 sucres. Donc, ça, c'est la première étape de la glycosylation dans l'appareil de Golgi. La deuxième étape de la glycosylation dans l'appareil de Golgi, c'est qu'il va gagner, c'est une addition d'un NaG. Cette fois, ce n'est pas les mannoses qui vont être transformées. Voilà, les mannoses, 5 mannoses, ils n'ont pas changé. Maintenant, c'est les NaG qui va s'ajouter un NaG. Vous avez 2, il devient 3. Donc, vous allez avoir une molécule, cette fois, avec 3 NaG et 5 mannoses, c'est-à-dire 8 sucres. Vous avez 7 sucres, vous avez gagné un sucre et maintenant, c'est 8 sucres. Donc, la première étape, transformation et changement au niveau des mannoses, par élimination de 3 mannoses. La deuxième étape, c'est un changement au niveau de NaG par l'addition d'un NaG. Vous avez 2, maintenant c'est 3. La troisième étape, c'est encore un changement au niveau du mannose. Élimination de 2 mannoses encore une fois. Donc vous avez 5 mannoses, vous allez perdre 2, ils vont rester 3 mannoses. Mais les NaG, 3 NaG n'ont pas changé, il reste 3 NaG. Donc, vous avez maintenant 6 sucres. Vous avez tout à l'heure 8 sucres. Vous avez perdu 2 mannoses. Il vous reste 6 sucres. Donc, après la troisième étape de la glycosylation dans l'appareil de Golgi, on a un sucre qui est formé, un polysaccharide de 6 sucres, 3 mannoses, 3 NaG. La dernière étape, qui est l'étape 4, vous allez voir l'addition Ziada, l'addition de 5, 8 molécules. 2 NaG, donc vous avez 3 NaG, vous allez ajouter 2 NaG. Donc 3 plus 2, ça fait 5 NaG. Puis vous avez les mannoses, n'ont pas changé, 3 mannoses. Puis vous allez avoir addition de 3 galactoses pour la première fois, donc 3 galactoses. Puis addition de 3 nana, N-acétylnéuraminique. 3 nana, voilà, addition de 3 nana. Vous allez avoir maintenant un polysaccharide qui est formé de 5 NaG, 3 mannoses, 3 galactoses et 3 N-acétylnéuraminique, 3 nana. Donc vous allez avoir en tout 14 sucres. Donc, je répète, au départ, vous avez une glycoprotéine qui est venue du réticulum endoplasmique granulaire. Cette glycoprotéine est formée par une partie protéique et une partie sucre. Cette glycoprotéine va entrer dans l'appareil de Golgi. Il va continuer sa glycosylation, surtout au niveau de la partie sucre. Donc, cette glycosylation, elle se fait en 4 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, dans l'étape 1, on va avoir un changement au niveau du mannose par élimination de 3 mannoses. Vous avez 8 mannoses, élimination de 3, il vous reste 5 mannoses. Donc, le sucre, maintenant, c'est 2 NaG, 5 mannoses, 7 sucres. Puis, la deuxième étape, vous allez voir un changement au niveau donc, de NaG, pas au niveau du mannose, avec une addition d'un NaG. Vous avez 2 NaG et maintenant, vous avez ajouté un NaG, c'est 3 NaG. Les mannoses n'ont pas changé. Vous avez 7 sucres plus 1, ça fait 8 sucres. Dans l'étape 3, vous allez avoir un changement encore une fois au niveau des mannoses par élimination de 2 mannoses. Vous avez 5 mannoses, élimination de 2 mannoses, il vous reste 3 mannoses. Les NaG n'ont pas changé, vous allez avoir 3 NaG, 3 mannoses, 6 sucres. Dans la dernière étape, vous allez voir addition de 8 résidus de sucre avec 2 NaG, 3 galactoses, 3 nana. Donc vous avez 3 NaG, vous avez ajouté 2 NaG, ça fait 5 NaG. Voilà.
Les mannoses n'ont pas changé, 3 mannoses. Puis, vous allez avoir 3 galactoses de nouveau et 3 nouveaux nana. Vous allez avoir maintenant un grand polysaccharide avec 14 sucres. Voilà donc les étapes de la glycosylation au niveau de l'appareil de Golgi. Le deuxième rôle de l'appareil de Golgi, c'est la sulfatation. C'est-à-dire cette glycoprotéine qui est formée là, l'appareil de Golgi va lui fixer grâce à des enzymes, avec intervention de l'ATP aussi, la fixation d'un résidu sulfate. Et vous allez voir ce sulfate qui va se fixer sur la glycoprotéine et vous allez avoir une glycoprotéine sulfatée. Je répète, la sulfatation, c'est la fixation d'un résidu sulfate sur une glycoprotéine et vous allez voir à la fin, vous allez obtenir une glycoprotéine sulfatée. On passe maintenant à la partie concernant les lysosomes. Donc, dans ce schéma, j'ai représenté, donc ici, c'est bien sûr, c'est la membrane plasmique, ça c'est le cytoplasme. Donc, comme on a dit dans le cours, c'est que les lysosomes, ce sont des vésicules qu'on trouve au niveau du cytoplasme des cellules eucaryotes. Donc, ces lysosomes, ils contiennent ce qu'on appelle des hydrolases acides. Elles sont très actives, ce sont des enzymes d'hydrolyse qui sont très actives à pH 5. Donc, les lysosomes, ça représente l'estomac cellulaire. Donc, ces hydrolases acides sont très actives à pH 5 grâce à une pompe H+, qu'on trouve au niveau de la membrane, donc au niveau de la membrane des lysosomes. Au niveau de la membrane des lysosomes, il y a donc une pompe H+, qui permet de maintenir ce pH égal à 5. Donc les lysosomes, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les lysosomes primaires. Ce sont des lysosomes qui viennent d'être formés, nouvelles, et qui sont formés seulement par les enzymes. À l'intérieur, il n'y a que les hydrolases. Et il y a les lysosomes secondaires, les lysosomes 2, d'accord, ce sont des lysosomes, des vésicules, qui contiennent en plus des hydrolases le produit à digérer. C'est-à-dire, ce sont des lysosomes qui ont commencé à fonctionner, à digérer les produits, donc ils ont commencé à utiliser leur hydrolase, ce qu'on appelle les lysosomes 2. Donc, lysosome 1, c'est des vésicules homogènes qui contiennent seulement les hydrolases. Lysosome 2, c'est des vésicules qui contiennent les hydrolases plus produits. Alors, on va passer maintenant au rôle des lysosomes. Les lysosomes, ils ont donc comme rôle l'hétérophagie et l'autophagie. L'hétérophagie, c'est quoi? C'est la digestion des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, j'ai schématisé ici un produit qui vient de l'extérieur de la cellule. Donc, les produits qui viennent de l'extérieur, soit ce sont des petites particules, soit ce sont des grosses particules. Donc, si une petite particule vient de l'extérieur, elle va pénétrer au niveau de la membrane plasmique par le phénomène de l'endocytose, al-idkhal al-khalawi. Donc, une partie de la membrane va entourer cette particule et elle va la faire entrer à l'intérieur dans le cytoplasme et elle va nous former une vésicule d'endocytose. Donc, cette vésicule d'endocytose va continuer son chemin vers les lysosomes primaires. Donc, cette vésicule contient un produit ici qui va être digéré. Elle va rencontrer un lysosome primaire. Les deux membranes
c'est-à-dire la membrane du lysosome avec la membrane de la vésicule d'endocytose, vont fusionner et on va obtenir une seule vésicule, c'est lysosome 2. Il va nous donner la formation du lysosome 2, lysosome secondaire. Alors, si maintenant on a une grosse molécule, une grosse particule, ou bien par exemple une bactérie, par exemple, et cette grosse particule va pénétrer par le phénomène de la phagocytose, et on va avoir à l'intérieur une grosse vésicule qu'on appelle un phagosome. Donc un phagosome, c'est une vésicule de la phagocytose. Donc cette vésicule qui est le phagosome va rencontrer un lysosome primaire, c'est le même scénario comme ici, va rencontrer un lysosome primaire, les deux membranes vont fusionner et on va obtenir un lysosome secondaire qui va commencer donc la digestion de cette molécule-là. Donc, les deux particules, la petite et la grosse, elles ont pénétré de l'extérieur vers l'intérieur. Elles vont être digérées par les lysosomes primaires. Ils vont donner des lysosomes secondaires. Et ce phénomène-là s'appelle l'hétérophagie. Maintenant, c'est quoi l'autophagie? C'est un phénomène qui a lieu à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, l'autophagie, c'est la digestion d'un produit qui appartient à la cellule. C'est-à-dire un produit qui ne vient pas de l'extérieur comme ici. C'est la digestion d'un produit de la cellule. Par exemple, on a pris cet exemple, on a un organite ici, par exemple une mitochondrie, qui est inactive, qui ne fonctionne plus. Donc cet organite va être entouré par une petite partie, ou bien un morceau de la membrane du réticulum, et il va l'entourer et il va nous donner ce qu'on appelle une vésicule, voilà l'organite, qui est entouré par une partie de la membrane du RE, et on va obtenir ce qu'on appelle un autophagosome. Donc, c'est quoi un autophagosome? C'est une vésicule de l'autophagie. Donc, cet autophagosome va rencontrer un lysosome primaire, c'est le même scénario. Un lysosome primaire, les deux membranes vont fusionner et ils vont nous donner un lysosome secondaire. Donc, en résumé, l'hétérophagie, c'est la digestion des produits qui viennent de l'extérieur, produits exogènes. Donc, ils vont pénétrer soit par endocytose, soit par phagocytose. Et l'autophagie, c'est la digestion des produits qui appartiennent à la cellule, d'accord, et vont former un autophagosome. Et par le même scénario, ils vont être digérés par lysosome 1 pour donner lysosome 2. On passe maintenant à notre organite, ce sont les peroxysomes. Donc, comme tout à l'heure, on a schématisé ici la cellule avec membrane plasmique et ici c'est le cytoplasme. Donc, les peroxysomes, c'est quoi? Ce sont des petites vésicules aussi qui ont donc une membrane et l'intérieur c'est la matrice. L'intérieur des vésicules, on l'appelle la matrice. Et ces peroxysomes, ils contiennent deux catégories, deux types d'enzymes, des oxydases et des catalases. Alors, on va passer maintenant au rôle des peroxysomes. Le rôle des peroxysomes, c'est la diminution de la toxicité de certains produits. Donc, j'ai représenté ici un grand peroxysome. Ça, c'est la membrane du peroxysome. Et ici, c'est la matrice, l'intérieur du peroxysome. Donc, lorsqu'un produit arrive au niveau du peroxysome, ce produit, c'est un produit toxique, RH2, qui est un produit toxique. Donc, les peroxysomes vont capter l'oxygène, d'accord, et ils vont prendre donc cette molécule-là, vont lui enlever le H2 et qui sera capté par l'oxygène. Donc, cette molécule-là, lorsqu'elle perd le H2, la molécule toxique,
il va nous donner RH2, va nous donner R qui n'est plus toxique. Et le H2 va être capté par l'oxygène, donc l'oxygène qui va être réduit, qui va gagner le H2, et on va obtenir H2O2. H2O2, c'est l'eau oxygénée, mais l'oxygène. Alors, l'eau oxygénée, c'est un produit toxique. Donc, cette réaction, elle a lieu par une enzyme qui sont les oxydases, première catégorie d'enzymes dans le peroxysome. Donc, la première catégorie d'enzymes dans le peroxysome, leur rôle, c'est de transformer un produit toxique en un produit non toxique. Seulement, il va se former un autre produit qui est un peu toxique, qui est l'eau oxygénée. Donc, il faut éliminer aussi l'eau oxygénée. Et donc, pour éliminer cette eau oxygénée qui est un peu toxique, il y a deux possibilités. Soit on prend la molécule de l'eau oxygénée toxique et on prend une autre molécule toxique, R'(H2), d'accord? Et cette molécule va être oxydée, va perdre les hydrogènes, et qui va gagner les hydrogènes, c'est H2O2. Donc cette molécule va être oxydée, R'(H2), il va perdre le H2, il va nous donner R', qui n'est pas toxique, comme ici. N'est pas toxique, d'accord? Et le H2, qui est perdu par R'(H2), va être gagné par H2O2 et va être transformé en 2H2O, deux molécules d'eau. Donc, celui-là n'est pas toxique et bien sûr, l'eau n'est pas toxique. Ça, c'est la première possibilité. Cette réaction, elle est catalysée par une enzyme qui est une catalase, deuxième catégorie donc d'enzyme. Donc, la deuxième possibilité, s'il n'y a pas cette molécule toxique, on peut utiliser deux molécules de l'eau oxygénée. Cette molécule avec une autre molécule, les deux sont toxiques, et cette molécule une va être oxydée, une autre va être réduite. Celle-là va être oxydée, elle va perdre H2, on va obtenir O2, et cet H2, il va être gagné par la première molécule H2O2, on va obtenir 2H2O. D'accord? Donc, on a transformé deux molécules de H2 toxiques en une molécule d'oxygène et deux molécules d'eau. Cette réaction, elle est catalysée aussi par une catalase. Donc, je répète, le rôle des peroxysomes, c'est la diminution de la toxicité de certains produits toxiques. Donc, ce produit, il est toxique en présence de l'oxygène. Cette molécule va être oxydée, va perdre les deux hydrogènes. Et qui va gagner les deux hydrogènes? C'est l'oxygène. RH2 perd les deux hydrogènes, devient R, non toxique. Les deux hydrogènes vont être gagnés par l'oxygène, on obtient H2O2, qui est l'eau oxygénée, mais l'oxygène un peu toxique. Cette réaction est catalysée par une oxydase. Alors, H2O2 toxique, il doit être éliminé. Donc, il y a deux possibilités. Soit on va prendre H2O2, voilà, avec une autre molécule toxique. Cette molécule, pour qu'il soit non toxique, il doit perdre les deux hydrogènes. Il va perdre les deux hydrogènes et devient R' non toxique. Les deux hydrogènes vont être gagnés par H2O2 et on va obtenir deux H2O qui ne sont pas toxiques. Cette réaction, elle est catalysée par une enzyme qui est une catalase. La deuxième possibilité, s'il n'y a pas R'(H2 toxique, on peut prendre deux molécules de H2O2. D'accord? Une va perdre H2, elle va être oxydée, et elle va rester O2. Ce H2 va être gagné par H2O2 et on obtient 2H2O. Cette deuxième réaction, elle est catalysée par la même enzyme qui est une catalase. Donc voilà, on a essayé de faire un résumé sur le rôle des peroxysomes. On passe maintenant donc à un autre organite qui est
le noyau. Donc, le noyau, on va commencer par la structure de l'ADN. Donc, nous avons ici représenté donc, un petit schéma de la molécule d'ADN. Donc, cette molécule d'ADN, on a essayé de représenter ici l'essentiel qu'il faut connaître sur le noyau. Bien sûr, la structure, ça, il faut la connaître. Les éléments qui constituent le noyau, le nucléo, le nucléoplasme, donc la chromatine, l'enveloppe nucléaire. Donc, l'ADN, il existe dans le noyau, une grande quantité, en faible quantité dans les mitochondries et dans les chloroplastes. Donc ça, il faut le savoir. L'ADN, c'est quoi? C'est deux chaînes de nucléotides qui sont complémentaires, mutakamila, et qui sont formées par double hélice. Donc là où le biais de shekel, et les deux chaînes sont liées par des liaisons hydrogènes, en assurant la complémentarité A, la base A devant T et la base G devant C. Un nucléotide est une molécule qui est formée par trois éléments. Un acide phosphorique, un sucre, donc ça je parle d'un nucléotide qui est de l'ADN, un sucre qui est un désoxyribose et une base azotée. On a parlé dans le cours du rôle du noyau, on a parlé de la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN, c'est-à-dire la duplication de l'ADN. Tada'uf ADN. Donc on a parlé des enzymes qui sont les hélicases. On a dit que les hélicases, ils permettent l'ouverture de l'ADN pendant la duplication. On a parlé de l'ADN polymérase 3. On a dit que c'est elle qui permet la duplication de l'ADN parce qu'il y a l'ADN polymérase 1, 2 ou 3. C'est 3 qui permet la duplication de l'ADN. Les deux autres, elles participent seulement. Et on a dit que l'ADN polymérase 3, je parle de l'ADN polymérase 3, elle fonctionne seulement dans le sens 5', 3'. C'est-à-dire, elle ajoute les nucléotides toujours du côté 3'. Donc, il fonctionne toujours dans le sens 5', 3'. Jamais dans le sens 3', 5'. Toujours, il fixe les nucléotides sur le côté 3'. On a dit que la chaîne ou bien le brin 5', 3', qui est une copie de 3', 5', est synthétisé d'une façon continue. Donc, le brin, la chaîne 5', 3', elle est dupliquée ou bien elle est synthétisée d'une façon continue. بطريقة مستمرة. On a parlé des primases, l'ADN primase. On a dit que ce sont des enzymes qui permettent la synthèse de l'ARN amorce 5', 3'. Cette ARN amorce, c'est elle qui va aider dans la duplication de l'ADN, du deuxième brin. On a dit que la synthèse du brin 3', 5', l'opposé de celui-là. La synthèse de la chaîne 3', 5' est discontinue. C'est-à-dire elle se fait d'une façon discontinue. On a parlé de l'ADN ligase. On a dit que cette enzyme, elle permet de lier les fragments d'Okazaki, c'est-à-dire les fragments d'ADN. Ce morceau-là, il est synthétisé d'une façon discontinue, en morceaux. Donc, ces morceaux de cette chaîne-là, de ce brin, elles sont liées par l'ADN ligase. Bien sûr, le mécanisme de la duplication, on ne va pas le répéter parce que déjà vous avez une vidéo sur la plateforme qui explique le mécanisme de la duplication de l'ADN. Alors, le deuxième rôle, c'est la transcription de l'ADN, c'est-à-dire stinsar, pour former l'ARN messager surtout. Donc, cette transcription se fait de l'ARN messager, l'ADN pour former l'ARN messager se fait par l'ARN polymérase 2, qui permet la synthèse d'ARN messager en assurant la complémentarité A devant U et G devant C. Donc, on a remplacé le T par l'uracile U.
seul un brin d'ADN 3' 5' qui est transcrit. فقط la chaîne 3' 5' qui est transcrite. التي تستنسخ. فقط 3' 5'. Et si 3' 5' est transcrite, il va nous donner l'ARN 5' 3'. D'accord? Donc, un seul brin, une seule chaîne, une seule partie de la chaîne 3' 5' qui est transcrite. Et il va donner une chaîne complémentaire qui est 5', 3'. Et on a dit dans le cours sur le noyau que l'ARN messager, une fois il est formé, il n'est pas traduit directement, mais il va subir ce qu'on appelle la maturation. La maturation de l'ARN messager se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la formation de la coiffe. Vous avez ici, j'ai représenté l'ARN messager avec le côté 5' et le côté 3'. 5', 3'. Donc, la première étape, du côté 5', il se fixe la guanosine méthylée en position 7, c'est-à-dire la guanine. Elle va subir une méthylation, c'est-à-dire fixation dans le carbone 7 d'un CH3. Donc, la guanine CH3, elle se fixe du côté 5', avec donc 3 phosphores, puis la guanosine méthylée en position 7. Cette partie-là constitue ce qu'on appelle la coiffe. À quoi sert cette partie-là, qui est la coiffe? Elle empêche la dégradation de l'ARN messager. D'accord? Parce que lorsque les enzymes, lorsqu'ils regardent, lorsqu'ils trouvent la coiffe, elles savent que c'est l'ARN messager et ils ne vont pas la dégrader. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la formation de la queue, poly A. C'est-à-dire que, donc première étape, c'est du côté 5'. Maintenant, la deuxième étape, c'est du côté 3'. D'accord? Il va se fixer, d'accord, poly A, plusieurs adenine. Il se fixe adenine, adenine, adenine de ce côté-là. Pourquoi? C'est pour faire la distinction de l'ARN messager des autres ARN. Les tafriqa, ben l'ARN messager ou les autres ARN. Donc, poly A. D'accord? Donc, on a un changement dans la première étape du côté 5', et on a un changement dans la deuxième étape du côté 3'. Dans la troisième étape, on va avoir un changement au milieu. D'accord? Donc, vous savez bien que cet ADN, ce morceau d'ARN, pardon, il est formé par des exons et des introns. Les introns, ce sont des parties de nucléotides qui sont muettes, c'est-à-dire ils ne vont pas être traduites, ils ne vont pas être transcrites. Yani, تسلسل nucléotide أبكم. D'accord? Il ne sera pas traduit, il ne sera pas lu par les ribosomes. Donc, il faut éliminer les entrées, les introns, pardon, الداخلات. Donc, vous avez الخارجات والداخلات. Donc, les introns, on va les éliminer parce qu'ils ne seront pas traduits par les ribosomes. Donc, ce qu'on appelle l'épissage, la coupure, on va éliminer les introns. Voilà, les introns, ils sont éliminés. Regardez ici, il n'y a pas d'introns. Et il ne reste que les exons. Puis, on va regrouper les exons. Voilà, élimination de l'intron, élimination, il ne reste que les exons. À la fin, vous allez avoir un ARN messager avec une partie au début du côté 5' qui est la coiffe pour empêcher sa dégradation, une partie du côté 3' qui est la queue pour la distinguer, et vous allez avoir uniquement les exons qui seront lus et traduits par les ribosomes. Donc, vous voyez que l'ARN messager après maturation, elle est courte par rapport à l'ARN messager avant maturation. l'ARN messager بعد النضج أقل طولا من l'ARN messager قبل النضج. Donc, vous voyez que cet ARN messager, elle est moins longue que l'ARN messager après maturation, moins longue que l'ARN messager avant maturation. Voilà, donc on a essayé de présenter donc l'essentiel sur donc la révision sur le chapitre du noyau. On va passer maintenant à notre organisme, qui sont les mitochondries. Donc, dans ce tableau, j'ai essayé
de présenter donc les étapes, toutes les étapes qui ont lieu au niveau de la mitochondrie. Donc, depuis la molécule de glucose jusqu'à la formation d'ATP, bien la synthèse d'ATP. Et je représente ici les structures de la cellule dans lesquelles se passent les différentes étapes de la synthèse de l'ATP, cytoplasme, matrice et membrane interne mitochondriale. Et dans cette colonne-là, j'ai représenté le bilan énergétique, c'est-à-dire le nombre d'ATP qui se forment à chaque étape, avec à la fin le nombre total d'ATP qu'on va obtenir pour une molécule, une mole de glucose. Donc, lorsque le glucose pénètre au niveau de la cellule, passe dans le cytoplasme. Donc, le cytoplasme, on a la molécule de glucose qui va subir ce qu'on appelle la glycolyse, la glycose. Et on a dit que la glycolyse, je l'ai dit dans le cours de la mitochondrie, regardez la vidéo, la glycolyse, ce n'est pas une ou deux réactions, c'est une série de réactions. Silsila min at-tafa'ulat. Donc, la glycolyse, elle a lieu dans le cytoplasme. Alors, le bilan de la glycolyse, on l'a noté, on l'a vu dans la vidéo, il va nous donner la formation de 2 ATP. Si vous vous rappelez, on a consommé 2 ATP et on a gagné 4 ATP, 4 moins 2, c'est 2 ATP. Et il va nous donner la formation de 2 NADH H+. Puis, après, à la fin, on a le glucose par glycolyse. Il va nous donner 2 molécules de pyruvate. Les 2 molécules de pyruvate vont passer depuis le cytoplasme, elles vont traverser les membranes, bien l'enveloppe mitochondriale, et elles vont passer dans la matrice. Dans la matrice, le pyruvate va se transformer en acétyl-CoA. Donc le pyruvate va se transformer en acétyl-CoA. Vous avez la réaction, elle est présentée dans la vidéo de votre cours. Donc cette réaction de passage depuis l'acétyl-CoA, depuis le pyruvate CH3COCOH jusqu'à l'acétyl-CoA CH3CO coenzyme A, cette réaction-là, il faut la connaître. La même chose, la structure du pyruvate CH3COCOH, il faut la connaître. La structure de l'acétyl-CoA CH3CO coenzyme A, il faut aussi la connaître. Donc, le pyruvate dans la matrice va donner l'acétyl-CoA avec la formation de 2 NADH. Par la suite, l'acétyl-CoA va entrer dans le cycle de Krebs. Il va rencontrer la première molécule dans le cycle de Krebs qui est l'oxaloacétate. Et bien sûr, pas un seul pyruvate qui va pénétrer, les 2 pyruvates. Un va pénétrer, puis sera suivi par l'autre. Parce qu'on a dit que le glucose donne 2 pyruvates. 2 pyruvates vont donner 2 acétyl-CoA. Et les 2 acétyl-CoA vont entrer dans le cycle de Krebs. Une fois qu'elles entrent dans le cycle de Krebs, elles vont nous donner 2 ATP, 6 NADH H+, et 2 FADH2. Je parle des 2 molécules. Parce qu'une molécule d'acétyl-CoA, lorsqu'il entre dans le cycle de Krebs, elle donne 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2. Et puisque 2 molécules qui ont pénétré le cycle de Krebs, on va avoir tout ça multiplié par 2. 2 ATP, 6 NADH et 2 FADH2. Après, donc on est parti depuis une molécule de glucose, C6H12O6, et on est arrivé à des molécules de NADH, FADH2.
Alors, ces molécules-là, NADH et FADH2, vont passer de la matrice vers la membrane interne mitochondriale où ils vont subir ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. C'est-à-dire, ils vont perdre des électrons, ils vont subir une série de réactions d'oxydoréduction et avec une phosphorylation à la fin. Et donc, tout ça, on l'a vu dans la vidéo sur le cours de la mitochondrie. Donc, ils vont subir la phosphorylation oxydative. Et on a dit que pendant la phosphorylation oxydative, une molécule de NADH donne 3 ATP. Chaque molécule de NADH donne 3 ATP. Donc, combien de molécules de NADH vont vers la membrane interne mitochondriale? Il y a 2 de la glycolyse, il y a 2 de la formation d'acétyl-CoA dans la matrice, et il y a 6 au niveau du cycle de Krebs. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10 NADH. Et chaque molécule de NADH, ça on l'a vu, elle donne 3 ATP. Donc 10 fois 3, on va obtenir 30 ATP. Et bien sûr, déjà, on a 2 ATP dans la glycolyse et 2 ATP directement dans le cycle de Krebs. Ça fait un bilan de 4 ATP. Il reste les FADH2. Les FADH2 se forment seulement dans le cycle de Krebs. On a 2 FADH2 qui vont passer dans la membrane interne et on sait que chaque FADH2, un FADH2 donne 2 ATP. Donc 2 FADH2 fois 2 ATP vont donner 4 ATP. Donc on a 4 ATP qui sont formés directement, 2 dans la glycolyse, 2 dans le cycle de Krebs. On a 30 ATP qui sont formés par les NADH au niveau de la membrane interne. On a 4 ATP qui sont formés par les FADH2 au niveau de la membrane interne. Ça fait un total de 4, plus 30, plus 4, ça fait 38 ATP. Donc, une molécule de glucose en présence de l'oxygène, lorsqu'il y a l'oxygène. Parce que s'il n'y a pas l'oxygène, on va voir seulement la glycolyse 2 ATP. Donc, on aura 38 ATP. Donc, parfois, dans certaines cellules, on va voir 38 ATP. Le glucose donne 38 ATP et dans d'autres, on donne 36 ATP. Ça dépend de la voie qu'a utilisé les 2 NADH cytoplasmiques pour pénétrer dans la matrice. Donc là, les 2 NADH sont dans le cytoplasme, ils vont pénétrer la matrice vers la membrane. Soit ils pénètrent par la navette malate aspartate. À ce moment-là, 2 NADH vont se transformer en 2 NADH, on aura 38 ATP. Si les 2 NADH pénètrent par la voie glycérol 3-phosphate, on va voir le glucose qui va donner 36 ATP. Donc ça, c'est un autre sujet que vous allez avoir, vous allez développer par la suite lorsque vous allez faire la biochimie métabolique. Donc je répète, j'ai résumé dans ce tableau le bilan ATP d'une molécule de glucose. Donc lorsqu'une molécule de glucose pénètre dans le cytoplasme, par glycolyse, il va donner 2 molécules de pyruvate avec la formation de 2 ATP, 2 NADH, H+. Donc les 2 pyruvates vont pénétrer vont traverser l'enveloppe mitochondriale, ils vont entrer dans la matrice. Et les 2 pyruvates vont se transformer en 2 acétyl-CoA. D'accord? Avec cette réaction, ces 2 réactions, chacune va donner un NADH. Et les 2 réactions vont donner 2 NADH H+. Les 2 acétyl-CoA qui se sont formés dans la matrice vont entrer dans le cycle de Krebs. Et lorsqu'ils vont faire les 2 tours, ils vont nous donner 2 ATP, 6 NADH plus H+, et 2 FADH2. Donc, on est parti depuis dans le cytoplasme d'une molécule de glucose et on est arrivé à 10 molécules de NADH et 2 molécules de FADH2. Ces molécules-là vont être converties en ATP au niveau de la membrane interne mitochondriale. C'est-à-dire que ces molécules-là vont perdre leurs électrons et ces électrons qu'ils ont perdus vont passer
d'un transporteur à un autre au niveau de la membrane interne mitochondriale et après, par phosphorylation au niveau de l'ATPase, on va avoir de l'énergie, de l'ATP. Donc, chaque molécule de NADH, lorsqu'il subit la phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne mitochondriale, va nous donner 3 ATP. Et chaque molécule de FADH2, lorsqu'il subit la phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne mitochondriale, il va nous donner 2 ATP. Donc, on a combien de NADH? On a 2 dans le cytoplasme, 2 dans la matrice par formation acétyl-CoA et 6 aussi dans la matrice, ça fait 8 par formation donc du cycle de Krebs, ça fait 2 plus 8, ça fait 10 NADH. Et un NADH au niveau de la membrane interne, donc 3 ATP, ça fait 10 fois 3, ça fait 30 ATP. Nous avons la formation de 2 FADH2 seulement dans la matrice par le cycle de Krebs. Et chaque FADH2, un FADH2 au niveau de la membrane interne va nous donner 2 ATP. Donc 2 fois 2, ça fait 4 ATP. Donc dans le bilan d'ATP, nous avons 4 ATP qui se sont formés directement sans passer par la membrane interne mitochondriale et 34 ATP par passage dans la membrane interne mitochondriale. Ça fait un total de 38 ATP. Je vous conseille, avant de voir le résumé sur ce tableau, il faut visionner, il faut revoir votre vidéo sur la mitochondrie. Je passe notre présentation qui résume un petit peu d'une autre manière ce qu'on a dit sur ce tableau. Donc, tout ce qu'on a dit sur ce tableau, on va le représenter d'une autre manière. Donc, vous avez ici la molécule de glucose dans le cytoplasme et qui va donner par la suite, au niveau de la mitochondrie, il nous donne 38 ATP. Donc, les 38 ATP qu'on a obtenus par le glucose, ils se divisent en 2 parties. Il y a 4 ATP qui ne sont pas formés dans la membrane interne mitochondriale et 34 ATP qui sont formés dans la membrane interne mitochondriale. Regardez, vous avez 38 ATP, 4 ne sont pas formés dans la membrane interne. Et 34, elles sont formées, 30 et 4, elles sont formées dans la membrane interne. Donc, les 38 ATP, 4 ATP ne sont pas synthétisés dans la membrane interne. Directement, ils sont formés. Et 34, elles sont formées dans la membrane interne. Alors, les 4 qui ne sont pas formés dans la membrane interne, elles se divisent en 2 parties. 2 ATP qu'on a obtenus par glycolyse, les voilà. Donc 4 ATP, 2 ATP par glycolyse et 2 dans le cycle de Krebs. Voilà, les 4 ATP qui ne sont pas formés dans la membrane interne, et on a 2 qui sont formés au niveau de la glycolyse dans le cytoplasme et 2 qui sont formés dans le cycle de Krebs au niveau de la matrice. Pour les 34 ATP qui sont formés au niveau des 34, 30 plus 4, qui sont formés au niveau de la membrane interne mitochondriale, d'où ils viennent les 34? D'où ils viennent? Ils viennent de 10 NADH et ils viennent de 2 FADH2. Regardez, voilà. D'où viennent les 34? Ils viennent de 10 NADH, voilà. Et ils viennent de 2 FADH2. 10 NADH et 2 FADH2. Voilà, ils viennent de 10 NADH et de 2 FADH2. Je commence par les 2 FADH2. Quelle est l'origine du 2 FADH2? C'est le cycle de Krebs. Donc, les 2 FADH2, elles sont venues du cycle de Krebs. Voilà, les 2 FADH2 du cycle de Krebs. Voilà, pardon. Les 2 FADH2, ils sont formés dans le cycle de Krebs. Et les 2 FADH2, ils vont donner combien d'ATP? 2 fois 2, ils vont donner 4 ATP. Alors, pour les 10 NADH, quelle est l'origine des 10 NADH? L'origine, c'est que 2, ils viennent de la glycolyse. Et 8, ils viennent de la matrice. Regardez, les 10 NADH, il y en a 2 qui viennent du cytoplasme, de la glycolyse, et 8, 6 plus 2, ils viennent de la matrice. Voilà, les 8, ils se sont formés dans la matrice.
et les 2 NADH sont formés dans le cytoplasme. Voilà, vous avez les 10 NADH qui sont là. Il y en a 2 qui se sont formés dans le cytoplasme qui viennent de la glycolyse et les 8 dans la matrice. Donc, les 2 NADH qui viennent de la glycolyse vont donner un NADH dans 3 ATP, 2 fois 3, elles vont donner 6 ATP. Alors, quelle est l'origine du 8 NADH? Les 8 NADH de la matrice, l'origine, c'est 2 NADH, ils viennent de la formation de l'acétyl-CoA, et 6 NADH, ils viennent du cycle de Krebs. Regardez, les 8 NADH, 6 plus 2, 2, ils viennent de la formation, les 8, ils sont, toutes les 8 NADH, elles sont formées dans la matrice, mais leur origine n'est pas le même. Les 2 NADH, ils ont une origine par formation de l'acétyl-CoA, et les 6 NADH, ils ont une origine, c'est le cycle de Krebs. Regardez, les 8 NADH, toutes se sont formés dans la matrice, mais il y en a 2 qui viennent de la formation de l'acétyl-CoA et 6 qui viennent du cycle de Krebs. Chaque NADH dans 3 ATP, donc ici on va avoir 2 fois 3, ça fait 6 ATP, et ici 6 fois 3, ça fait 18 ATP. Donc si vous faites le total, 6 ATP plus 6, ça fait 12, plus 18, ça fait 30, plus 4, ça fait 34. Donc 34 ATP, elles se sont formées dans la membrane interne. Et si vous avez le total 2 plus 2, ça fait 4. Donc 4 ATP qui se sont formés sont passés de la membrane interne. Alors, si ça, tout ça, on a 38 ATP, lorsqu'il y a présence dans la mitochondrie de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène dans la mitochondrie, vous allez avoir seulement cette voie-là. Voilà, 2 ATP seulement. Cette voie-là, vous n'allez pas la voir. Et tout ça, vous n'allez pas la voir. Donc, s'il y a oxygène dans la mitochondrie, vous allez voir 38 ATP, tout ça. 4 ATP non formés dans la membrane et 34 formés dans la membrane interne. Donc, s'il y a oxygène dans la mitochondrie, vous allez voir 38 ATP. S'il n'y a pas d'oxygène, vous allez voir seulement cette partie-là. 2 ATP de la glycolyse seulement. Cette partie-là, non. Et cette partie-là, non, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, vous allez avoir seulement cette voie-là, seulement la glycolyse, et vous allez avoir seulement 2 ATP. Là aussi, je vous conseille, pour voir cette présentation, il faut réviser votre cours sur la mitochondrie et revoir et visionner donc la vidéo sur la mitochondrie. Alors, on va passer maintenant aux inhibiteurs de la synthèse d'ATP. Donc, mawani' tarkib l'ATP. Donc, il y a des molécules qui empêchent et qui bloquent la synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Là, la première molécule, c'est le cyanure. Comment il bloque la synthèse de l'ATP? Ça, j'ai représenté ici la membrane interne mitochondrienne. J'ai représenté ici les transporteurs et le passage des électrons. Donc, le cyanure, il bloque le passage des électrons. Donc, si les électrons ne passent pas d'un transporteur à un autre, s'il n'y a pas l'oxydation, il ne va pas y avoir la phosphorylation, pas de synthèse d'ATP. Donc, le cyanure, il bloque le passage des électrons au niveau des transporteurs de la chaîne respiratoire. Et s'il y a blocage de passage des électrons, bien sûr, il n'y aura pas d'oxydation, pas de phosphorylation, pas d'ATP. La deuxième molécule, c'est le DNP, en abréviation, le dinitrophénol. Le DNP, lui, il ne bloque pas le passage des électrons comme le cyanure. Et il ne bloque pas les électrons. Regardez, les électrons, ils passent. Seulement, qu'est-ce qu'il fait le DNP? Il rend la membrane perméable aux H+. Vous savez bien que la membrane interne, elle est imperméable aux H+. Et donc, les H+, qui sortent, ils n'entrent pas par la membrane, ils entrent par la TPase pour permettre la formation de l'ATP. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque les H+, sortent, il les fait entrer par la membrane interne. Donc, les H+, qui sortent, ils ne vont plus passer par la TPase
pour permettre la phosphorylation et la synthèse d'ATP. Donc, ils vont revenir par la membrane interne, ils ne vont plus entrer par l'ATPase, ce qui fait qu'il n'y aura plus de synthèse d'ATP. Le troisième inhibiteur, c'est l'oligomycine. Alors, l'oligomycine, son action est différente du cyanure et du DNP. C'est-à-dire, il ne bloque pas le passage des électrons et il ne rend pas la membrane perméable aux H+. Non, les électrons vont passer, les H+, vont sortir et lorsqu'ils veulent revenir par la TPase pour donner l'ATP, l'oligomycine, il va les bloquer. Il bloque l'entrée au niveau de la TPase. Il ne laisse pas les H+, entrer par la TPase. Donc, il bloque la TPase et il n'y aura pas de synthèse d'ATP. On va passer maintenant à un autre organite, d'accord, qui est les chloroplastes. Donc, qu'est-ce qu'il faut reconnaître sur les chloroplastes? Surtout, essentiellement, la structure. Parce que cette partie-là, on ne l'a pas développée. On n'a pas parlé beaucoup du rôle des chloroplastes, vu que le temps ne le permet pas. Et vous, bien sûr, cette partie-là, vous allez donc la détailler lorsque vous allez faire par la suite votre cours sur la physiologie végétale. Donc, je représente ici un schéma donc des plastes. Donc, les plastes ils sont entourés par une enveloppe plastidiale. Dans cette enveloppe plastidiale, vous allez voir une membrane plastidiale externe, une membrane plastidiale interne. Entre les deux, il y a un espace intermembranaire. Cette enveloppe plastidiale, elle entoure un espace interne, fada dakhili, qui s'appelle le stroma. Ça correspond à la matrice de la mitochondrie. Donc ça, cette partie, c'est le stroma. Alors, dans le stroma, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle les thélakoïdes. Ça, c'est ce qu'on appelle les thélakoïdes. Donc, les thélakoïdes, c'est quoi? C'est des membranes, un réseau membranaire, Shabaka Rishaïa, réseau membranaire, qui sont en forme de sacs aplatis. Des sacs aplatis, voilà. Et les thélakoïdes, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les granomes, les thélakoïdes granaires. Les granomes, voilà, ils sont là un sur l'autre. Ils se mettent un sur l'autre. Il y a un, l'autre, des granomes. Comme des pièces à monnaie. Des pièces à monnaie, des pièces à monnaie une sur l'autre. Donc, c'est des petits disques qui sont un sur l'autre. Voilà, c'est des granomes. Voilà, donc thélakoïdes granaires. Voilà, ici, etc. Le deuxième type de thélakoïdes, les voilà, il relie les thélakoïdes granaires, ce qu'on appelle les thélakoïdes du stroma, ou bien les lames intergranaires. Voilà, ici vous allez voir les thélakoïdes du stroma, les voilà, qui relient ces parties-là. Ça, c'est les thélakoïdes granaires. Ils sont reliés par les lamelles intergranaires ou bien les thélakoïdes du stroma. Voilà, ils sont reliés par les thélakoïdes du stroma. Et bien sûr, on l'a dit lorsqu'on a parlé du noyau, au niveau donc des plastes, chloroplastes, il y a ce qu'on appelle l'ADN. D'accord? Bien sûr, il y a des ribosomes. Donc, le rôle des chloroplastes, c'est quoi? Le rôle du chloroplaste, c'est la photosynthèse. C'est quoi? C'est la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme de molécules organiques par réduction du CO2 et oxydation de l'eau. C'est-à-dire que la plante ou bien les chloroplastes vont utiliser l'eau, ils vont utiliser le CO2 atmosphérique et on va utiliser la lumière, l'énergie lumineuse, pour par la suite fabriquer des molécules organiques, des sucres, des protéines, etc. Donc cela se fait par deux phases de réaction. Les réactions lumineuses qui ont lieu dans les thélakoïdes, ici, c'est là où se fait les réactions lumineuses. Et les réactions obscures, le cycle de Calvin, Halakat Calvin, et qu'elle a lieu aussi ici dans l'espace-là, dans le stroma.
Alors maintenant, je vais passer aussi à notre résumé sur les ribosomes qu'on a fait au niveau dans les TD. Là aussi, vous aurez des questions sur les ribosomes, mais l'essentiel des questions seront sur cette partie-là. Donc, il faut savoir que les ribosomes, ils sont formés par des protéines avec des molécules d'ARN. Donc, ça, c'est des ribosomes. Ils sont constitués par des protéines plus des molécules d'ARN ribosomaux. Les ribosomes, on les trouve dans les cellules eucaryotes et aussi dans les cellules prokaryotes. Dans les deux, on a les ribosomes. Les ribosomes, on les trouve dans la cellule au niveau du cytoplasme, au niveau du REG, la surface du membrane du REG, ça on l'a dit. On les trouve aussi dans les mitochondries et dans les plastes. Alors, les ribosomes des prokaryotes, ils ont un coefficient de sédimentation de 70S, alors que les ribosomes des eucaryotes, ils sont plus grands, ils ont un coefficient de sédimentation de 80S. Vous savez bien que les ribosomes, ils sont constitués de deux sous-unités, une grande sous-unité et une petite sous-unité. Alors, pour les ribosomes des prokaryotes, qui ont un coefficient de 70S, la petite sous-unité, elle a un coefficient de sédimentation de 30S, et la grande sous-unité, elle a un coefficient de sédimentation de 50S. Pour les cellules eucaryotes, 80S, la petite sous-unité, elle a un coefficient de sédimentation de 40S, et la grande sous-unité, elle a un coefficient de sédimentation de 60S. Alors, la partie, on a dit que les ribosomes, ils sont constitués par des protéines avec des ARN ribosomaux. Alors, dans cette partie-là, je vous représente les différents types d'ARN ribosomaux qui constituent les deux sous-unités des ribosomes. Alors, pour les prokaryotes, pour la petite sous-unité des prokaryotes 30S, elle est formée par l'ARN ribosomal 16S. Alors que la grande sous-unité 50S des prokaryotes, elle est constituée par deux types d'ARN ribosomaux, l'ARN ribosomal 5S et l'ARN ribosomal 23S. Pour les eucaryotes, la petite sous-unité 40S, elle est constituée par l'ARN ribosomal 18S, qui a un coefficient de sédimentation de 18S. Alors, pour la grande sous-unité 60S, elle est formée par l'ARN ribosomal 5S, l'ARN ribosomal 28S et l'ARN ribosomal 5,8S. Donc, les coefficients de sédimentation des ribosomes des prokaryotes et des eucaryotes, des petites sous-unités, des grandes sous-unités, des ribosomes prokaryotes et eucaryotes, il faut les connaître. La même chose, ces ARN ribosomaux de chaque sous-unité des ribosomes prokaryotes et des ribosomes eucaryotes, il faut aussi les connaître. Alors, au niveau des ribosomes, il y a trois sites, ça on l'a dit dans la vidéo sur le TD. Il y a le site A, dans lequel se fixe l'acide aminé, l'ARN transfert qui prend un acide aminé, et le site P, dans lequel se fixe l'ARN transfert à laquelle est lié un peptide, et le site E, c'est le site excite, c'est-à-dire lorsque l'ARN transfert se détache des peptides, elle se met dans le site E avant de partir vers le cytoplasme pour chercher un autre acide aminé. Donc, comme vous voyez, je viens de terminer donc le résumé, la révision donc sur les organites, la partie 2 de biologie cellulaire qui a été consacrée aux organites cellulaires. Donc, dans cette diapo, je vais vous présenter donc la feuille de réponse. Donc, le jour de l'examen, vous allez avoir donc une double feuille dans laquelle vous aurez les questions. Et vous allez avoir une feuille de réponse, parce que c'est un examen QCM à choix multiple, question à choix multiple. Et donc, vous allez avoir une feuille de réponse. Donc, ici, dans cette partie-là, on met le code du candidat, c'est le code apogée, pas le numéro de la carte nationale,
pas le code Massar, ماشي le code Massar, ماشي رقم البطاقة الوطنية, mais le code candidat, c'est le code apogée, les placards d'étudiants. Ici, on met le nom en lettres majuscules, حروف كبيرة, le nom, الاسم العائلي. Ici, on met le prénom, l'ism الشخصي. Alors, on va essayer, si c'est possible, si les listes sont disponibles, on va essayer de vous donner la feuille de réponse avec déjà le code, le nom et le prénom. Alors ici, on vous dit que pour répondre, il faut mettre une croix comme ça, comme ici. Une croix. Et il ne faut pas mettre des hachures comme ça. D'accord? Il faut mettre une croix. Alors, vous avez ici 40 questions, de la question 1 jusqu'à la question 40. Vous avez pour chaque question 5 propositions A, B, C, D et E. Donc, vous avez 1 heure pour les 40 questions. Vous allez répondre seulement par une croix. Donc, vous allez répondre sur la première ligne, ici. Si vous vous êtes trompé, par exemple, la réponse, elle est A, et vous avez mis D, il ne faut pas mettre de blanco. Vous allez avoir une deuxième ligne pour corriger. Si la réponse, elle est A, et vous avez mis D, vous allez venir à la deuxième ligne et vous allez mettre A. Automatiquement, le scanner va oublier la première ligne et il va corriger la deuxième ligne. Donc, je répète, vous allez répondre dans la première ligne, ici. Vous allez voir vos réponses dans les cases de la première ligne. Si, pour une question, vous vous êtes trompé, vous voulez corriger, n'utilisez pas de blanco, vous allez corriger dans la deuxième ligne. Automatiquement, le scanner oublie la première ligne et il va vous corriger la deuxième ligne. D'accord? Donc, cette fiche-là que vous allez avoir pour le cours, qui sera 40 questions, 1 heure, et aussi pour le TP qui, généralement, sera une demi-heure. Voilà, donc, j'ai terminé la révision. Donc, cette révision, c'est la même qu'on va faire en présentiel pour ceux qui vont assister à cette révision en présentiel, mais c'est la même que pour la même révision que pour les autres qui vont la suivre online. Voilà, donc je viens de terminer. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage.